célébrer ces jours-ci, chers téléspectateurs, le 40e anniversaire de l'intervention française à Kolwezi, dans l'ex-Congo belge, devenu à l'époque la République du Zaïre. Un événement important en mai 1978, parce qu'il a marqué un coup d'arrêt aux entreprises menées par le bloc de l'Est en Afrique centrale, par Angola interposée. Et il a surtout été l'occasion pour l'armée française de montrer une capacité d'intervention et de maîtrise des événements tout à fait exceptionnelle. Alors, de quoi s'agit-il à propos de Kolwezi, qui est un nom que tout le monde ignorait bien sûr à l'époque en France, que le public va découvrir à cette occasion. Nous sommes donc dans la République du Zaïre, l'ancien Congo belge, qui fut d'abord République démocratique du Congo, qui a connu une histoire extrêmement compliquée dès son indépendance à l'été 1960. L'indépendance a été immédiatement synonyme de chaos, de sécession régionale, le Katanga dans le sud du pays, le Kasaï dans le centre, refuse de reconnaître l'autorité du gouvernement de Léopoldville, Kinshasa. Au sein de ce gouvernement, Patrice Lumumba, jeune leader noir qui se veut le champion d'une révolution africaine, s'oppose à Kasaboubou, qui est le président de la République. Ce malheureux Congo belge va être très rapidement donc plongé dans une situation qui va être très vite hors contrôle. Et en 1978, nous avons un petit peu l'écho lointain de tout cela. En effet, la sécession katangaise, organisée en 1960 par Moïse Tshombe, rival de Lumumba, avait finalement été vaincue. L'unité du Congo avait été préservée, mais ceux qui avaient été les acteurs de cette sécession katangaise, ce qu'on appelait les gendarmes katangais, appartenant à l'ethnie Lunda, s'étaient réfugiés pour nombre d'entre eux en Angola. Et là, quand l'Angola, au moment de la décolonisation portugaise, est passé dans l'orbite soviétique, en particulier du fait de l'intervention sur place d'un corps expéditionnaire cubain, ces gendarmes katangais, eh bien, ils se sont alliés de fait avec ce pouvoir angolais, dans une perspective de déstabilisation du Congo, où entre-temps, un jeune officier, le colonel Mobutu, s'était emparé du pouvoir avec la bénédiction des Américains et avait arrimé son pays au camp occidental. Alors déjà, en 1977, une première tentative avait été mise en œuvre par ces dissidents, par ces opposants, pour essayer de soulever justement le Katanga, qu'on appelait désormais le Chaba, contre le pouvoir central de Léopoldville. Et cette tentative s'était terminée sur un échec du fait de l'intervention d'un petit corps expéditionnaire marocain, une brigade marocaine, transportée par les avions français, avec le soutien aérien de la France. Et cette première tentative s'était donc soldée sur un échec, mais les opposants à Mobutu n'avaient pas dit leur dernier mot et entendaient bien à la première occasion réitérer leur tentative. L'enjeu était majeur parce que la région du Katanga-Chaba, c'est une région minière, c'est une véritable roue africaine, particulièrement riche du fait des ressources de son sous-sol, et de manière plus générale, l'ex-Congo belge, devenu République du Zaïre, on avait africanisé son nom, eh bien, ce Zaïre occupait une place centrale au cœur du continent noir et représentait un enjeu géostratégique majeur, puisque à partir de là, il était possible de déstabiliser tout un ensemble de pays voisins, depuis les territoires de l'ancienne Afrique équatoriale française jusqu'au Soudan vers l'Est, et également avec le soutien donc de l'Angola, passé désormais à l'époque dans le camp
socialiste. Alors c'est dans ces conditions qu'à la veille de la Pentecôte 1978, le 13 mai 78 au matin, eh bien, on apprend qu'une colonne de rebelles venue d'Angola et ayant passé par une partie du territoire zambien pour créer la surprise, une colonne de rebelles s'est donc emparée de Kolwezi, cité minière donc du Katanga, qui était le cœur en quelque sorte de l'ancienne Union minière du Haut-Katanga, qui était la grande firme belge d'exploitation minière, devenue depuis l'indépendance la Gécamine. Hein, c'est une colonne de plusieurs milliers d'hommes qui est venue d'Angola et qui s'est emparée donc de la ville. Cité coloniale située à 1500 mètres d'altitude, hein, avec un climat assez agréable, cité de 15 000 habitants, avec un quartier européen où résident les techniciens, les cadres de l'exploitation minière, à côté un quartier africain, tout cela est assez classique. En tout, il y a 2300 Européens sur place, dont 400 Français et une majorité de belge. Alors donc, dans la matinée du 13 mai, la ville est contrôlée. Les forces armées zaïroises qui étaient sur place sont mises complètement en déroute. Il faut dire que leur qualité militaire n'était pas très brillante. Et à partir du dimanche 14 mai, commence le cycle des exactions, des arrestations, d'exécutions sommaires, de pillage des villas. On peut très vite craindre le pire, d'autant que l'existence d'une population européenne nombreuse peut déboucher éventuellement sur des massacres. On avait connu des situations analogues dans ce même Congo en 1964, quand la rébellion s'était emparée de la partie orientale du pays, la région de Stanleyville, Kisangani, et il avait fallu à cette époque-là une intervention des Belges pour venir rétablir l'ordre. Donc on est encore là dans un scénario un petit peu familier et on s'interroge pour savoir ce qu'il convient de faire. Alors il y a en particulier à Kinshasa, l'ancienne Léopoldville, la capitale du Congo, un certain nombre de responsables français qui suivent les événements de près, André Ross, l'ambassadeur, le colonel Larzoul, attaché militaire, et le colonel Yves Gras, qui était le chef de la mission militaire d'assistance française à l'armée zaïroise. Hein, il voit bien les risques qui se profilent à l'horizon. Paris, dans un premier temps, ne réagit pas et ne répond pas à leurs appels, mais ils vont quand même préparer un plan d'intervention au cas où. Et effectivement, ça va s'avérer très vite tout à fait utile. Surtout après le 16 mai, quand on constate un échec complet d'une tentative zaïroise de contre-offensive, de réaction, de reprise de Kolwezi. Hein. L'armée zaïroise est complètement repoussée en direction de Lubumbashi, l'ancienne Elisabethville, qui est la capitale de la région du Katanga-Chaba. Alors, la situation donc risque de s'aggraver, de se détériorer rapidement, d'autant qu'une quarantaine d'Européens ont déjà été assassinés. Kolwezi se trouve à feu et à sang, avec encore une fois des pillages, des massacres. La situation risque d'être rapidement hors de contrôle. Alors dès le 17 mai, dès le mercredi 17 mai au matin, eh bien, le colonel Hérulin, qui commande à Calvi le 2e régiment étranger parachutiste, est contacté par les autorités supérieures, par le commandement, pour mettre son régiment en état d'alerte. Hein. Les Français à l'époque sont rodés à ce genre de choses, des interventions en Afrique organisées dans le cadre des alertes Guépard. C'est essentiellement des régiments parachutistes qui sont concernés. Et il apparaît que le régiment étranger de parachutistes, le 2e REP, eh bien, va devoir intervenir, et cela dès le vendredi 19 mai. Ce n'est pas un hasard si on a retenu cette unité. On a un débat qui demeure parce que certains du 8e régiment de parachutistes d'infanterie
d'infanterie de marine de Castres considérait que c'était le 8 qui avait en fait vocation à intervenir vu sa place dans le système d'alerte Guépard, mais le deuxième REP avait une réputation d'un régiment particulièrement affûté, opérationnel, et c'est à lui que l'on va faire appel, d'autant que l'urgence apparaît très vite, hein, parce que les massacres, évidemment, se multiplient. Une fuite concernant une éventuelle intervention française, une fuite de la presse belge risque justement de pousser les rebelles à en faire encore davantage sur ce plan. Et de plus, s'il y a une intervention française, les rebelles ont prévu d'évacuer, mais auparavant, les services de renseignement ont intercepté des messages, mais auparavant, il était question de massacrer tous les prisonniers. Alors, dans la matinée du jeudi 18 mai, le général Lacaze, commandant de la 11e division parachutiste, va prévenir Hérulin donc que l'intervention est pour le lendemain. Il s'agit d'un vol de 6000 km jusqu'à Kinshasa, où il y aura un transbordement dans d'autres avions, et puis ensuite avec un saut du régiment sur Colvézi en deux vagues. Une première vague de 400 hommes avec le PC régimentaire, 2 compagnies de combat et des appuis mortiers, et puis avec comme objectif la prise de contrôle d'un certain nombre de points sensibles, notamment de l'aéroport, et puis dans les heures suivantes, eh bien, une deuxième vague amènera sur place 200 autres combattants. Alors, il y a quand même des problèmes logistiques à régler, pas d'appui aérien, parce que l'armée zaïroise a bien sûr des Mirages, mais elle n'a pas de munitions pour les équiper. Les parachutes disponibles dans l'armée zaïroise sont des parachutes américains, et donc avec des difficultés pour ce qui concerne les gains de matériel que vont utiliser les Français. Il faut bricoler dans des conditions un peu particulières. Il va y avoir des pannes d'avions, des avions Hercule et des Transal qui doivent réaliser l'opération. Il y a aussi, sur le plan diplomatique, le souhait des Belges de chercher un compromis, une négociation. Donc il y a encore un flou qui demeure dans les dernières heures, mais au bout, on va quand même décider d'y aller. 400 légionnaires donc vont être largués sur Colvézi dans un premier temps, condition un peu difficile parce que il n'y a pas de balise radioélectrique au sol pour guider le largage, pour trouver le bon axe de largage. Il y a en plus un environnement de hautes herbes qui peut gêner les regroupements au sol une fois le largage réalisé. Mais très vite, les paras du deuxième REP vont nettoyer les poches de résistance locale autour de la zone de saut, assurer en quelque sorte la sécurité de celle-ci. Une première compagnie du capitaine Poul va se diriger vers la vieille ville, une deuxième compagnie du capitaine Dubos va prendre le contrôle des bâtiments de la Gécamine, la troisième compagnie du capitaine Gosserès va aller prendre le contrôle des quartiers africains de la ville. Il découvre évidemment un paysage un peu apocalyptique, avec des carcasses de voitures brûlées, avec l'hôpital de la Gécamine saccagé, avec de nombreux cadavres qui ont été tués de rafales d'armes automatiques ou à coups de machette. Mais en tout cas, à la tombée de la nuit, tous les objectifs prioritaires qui avaient été fixés sont atteints, et le largage de la deuxième vague même est retardé jusqu'au lendemain matin. L'effet de surprise a joué à plein. Il y a une centaine de combattants ennemis qui sont hors de combat. Une bonne partie des armes dont ils disposaient sont récupérées. Et dans ces combats des premières heures, les tireurs d'élite du REP, avec leurs fusils FRF1, font merveille pour abattre un certain nombre d'adversaires. On va délivrer
libéré rapidement 26 otages blancs, des Français bien sûr, des Belges, des Américains, des Italiens. Malheureusement, on va découvrir un charnier à l'hôtel Impala, principalement des Africains qui ont été victimes des rebelles. Un peu après, au lycée Jean 23, on va libérer encore une centaine d'Européens qui doivent donc leur salut à cette intervention. Le poste de commandement des rebelles qui se trouve au sud va être rapidement pris. On va récupérer de l'armement, des moyens radio, tout un ensemble de documents qui vont être exploités par le capitaine Thomas, l'officier de renseignement du REP, et qui montre en particulier que les rebelles, une fois Kolwezi contrôlé, avaient l'intention de marcher sur Lubumbashi, la capitale donc du Katanga Shaba. Alors la situation est donc dans un premier temps est localement sous contrôle, mais le problème est loin d'être réglé parce que évidemment une bonne partie des adversaires se sont repliés dans toute la brousse avoisinante, dans toute la brousse alentour. Il va falloir les poursuivre pour réduire une à une les éventuelles poches de résistance. Dans la nuit du vendredi et puis dans les jours suivants, un ensemble d'affrontements brefs et violents vont survenir à la périphérie de la ville, mais les paras du REP déjà en place vont recevoir le renfort de la deuxième vague larguée le lendemain. Ils vont recevoir aussi le renfort, si l'on peut dire, d'un millier de paras belges qui sont débarqués à l'aérodrome de Kolwezi et qui viennent pour coiffer l'évacuation des Européens, les Belges un peu agacés de cette intervention française dans ce qu'ils considèrent comme leur précaré. Les Belges qui sont restés très, très prudents pendant toute la crise, ce qui s'explique parce que la Belgique était le premier partenaire économique du Zaïre. Les investissements belges au Zaïre étaient 40 fois supérieurs aux investissements français. En plus, il y avait dans le pays 25 000 nationaux belges qui y travaillaient. Donc ce qui explique un petit peu l'attitude un peu ambiguë, un peu incertaine des autorités belges. Mais en tout cas, l'intervention française a inversé en tout cas le cours des choses, et dans les heures qui suivent, les civils européens vont quitter la ville par un pont aérien, et les dégâts au final sur ces populations européennes vont se révéler limités. Les engagements se poursuivent du 22 au 27 mai dans les zones qui entourent la ville. Les Français montent un certain nombre d'opérations coup de poing pour aller réduire les groupes isolés qui avaient évacué la cité. Et puis finalement, le REP va être replié sur Lubumbashi, la capitale du Katanga, où il va rester jusqu'au 8 juin. Après une opération donc spectaculaire, on a projeté à 6000 km de Calvi un régiment, 2000 Européens à peu près ont échappé à un massacre probable, et cela à un prix relativement limité puisque le régiment ne compte que 5 tués et une vingtaine de blessés. En face, les rebelles comptent à peu près 300 tués. Le 9 juin suivant, quand le régiment va rentrer sur Calvi, eh bien, il va recevoir les félicitations du président Giscard d'Estaing. Et surtout, cette opération va faire l'unanimité dans l'opinion française. On a vu le bilan, 308 rebelles, 5 tués français, des milliers d'armes récupérées. Les troupes zaïroises ont perdu près de 300 tués, plusieurs centaines de blessés. 131 civils européens en tout ont été tués, 160 civils zaïrois, plus de nombreux disparus. Au bilan, au final, le succès est total et va correspondre surtout à un coup d'arrêt des entreprises soviétiques et cubaines en Afrique centrale.
Je retrouve aujourd'hui André Possokov, qui est un peu pour notre émission le spécialiste d'une relecture critique des productions cinématographiques ou télévisuelles en matière d'histoire. Il est allé voir le film sorti récemment consacré à Churchill et il voudrait nous en parler. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Il nous a déjà parlé du film consacré à Dunkerque. Il connaît particulièrement bien tout ce qui concerne la politique anglaise de l'entre-deux-guerres et de la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que nous allons découvrir aujourd'hui un certain nombre de données qui n'apparaissent pas forcément dans le film en question. Alors tout d'abord, André Possokov, le film lui-même, qu'en avez-vous pensé globalement? Alors le film, c'est Churchill, Les Heures sombres, c'est ce qui se déroule en Angleterre, oui. Entre le 10 mai, 8-9-10 mai, lorsque Churchill devient Premier ministre, oui. en lieu de Lord Halifax, qui était plutôt pressenti, et le 4 juin, date de son grand discours à la Chambre des communes. Oui. 4 juin qui correspond à l'opération de repli de Dunkerque. Pour les Anglais, pour les Britanniques, le repli, c'est le 2 juin. Oui, voilà. Le 2 juin, les Français le 3 plutôt, un peu plus tard. Mais c'est surtout la veille de l'attaque des Allemands sur le front de la Somme. Et je reviendrai là-dessus très rapidement. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau film. Très captivant, contrairement à Dunkerque. Très juste, et qui parle d'une période cruciale pour l'Occident, pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour tout le monde. C'est l'opposition entre les partisans de la négociation et de l'entente avec Hitler, c'est-à-dire Lord Halifax et certainement Chamberlain, qui n'était plus Premier ministre, et le Premier ministre depuis quelques jours, c'est-à-dire Churchill, qui se refusait à toute négociation et qui voulait continuer la guerre. Il arrive au pouvoir le 10 mai, c'est-à-dire le moment où se déclenche l'offensive allemande à l'ouest. Je rappelle que d'ailleurs, c'était la même situation en France, puisque le 9 mai, Reynaud était démissionnaire, et que si les Allemands n'avaient pas attaqué le 10 mai, nous n'aurions pas eu plus de gouvernement. Mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais dire que c'est un beau film, que j'ai bien apprécié, je l'ai vu 2 fois. Ce sont les scènes des séances des communes qui sont certainement les plus intéressantes. On voit comment fonctionne la démocratie britannique. Gary Oldman, en personnage de Churchill, est tout à fait remarquable, tout à fait crédible. Ceci étant, le film est quand même, comme les autres, comme les précédents, une auto-glorification des Britanniques. On ne va pas les changer. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. La première des choses, et très surprenante, c'est que l'explication de Dunkerque est donnée par la résistance de Calais. Ce qui est certainement exagéré, du 24, à partir du 24 mai, sous les ordres du général Nicholson. Mais on oublie de signaler qu'il y avait des Français aussi à Calais. Et je crois que le rôle de Calais a été très, très surestimé, car, et c'est à mon avis une des critiques que l'on peut faire au film, c'est qu'on ne parle pas du fameux Altbefehl, c'est-à-dire la décision d'Hitler d'arrêter les assauts des troupes blindées sur les rivières de la Haa, aux portes de Dunkerque, du 24 au 27 mai. Et ça a été absolument décisif. Pendant ces 3 jours, Anglais et Français ont pu organiser, d'une part, la défense de Dunkerque et surtout l'évacuation. Oui. Mais alors, pourquoi cette attitude de Hitler? Alors, les explications sont diverses. Si on lit Costello, Les 10 jours qui sauvèrent l'Occident, le livre de Prévost, les choses sont claires. Hitler ne voulait pas la destruction de l'Angleterre. C'est ce qui expliquait les négociations, la volonté de négociation. Et il a voulu souhaiter, peut-être, certainement abattre la France, mais se garder la possibilité, une fois la France abattue, de dire aux Anglais, écoutez, entendons-nous. D'un compromis avec l'Angleterre. C'est une explication, il y en a d'autres. Mais il y a aussi les prétextes qui ont été donnés par Hitler à ses généraux, qui ne demandaient qu'une chose, c'est-à-dire attaquer Dunkerque. S'il n'y avait pas eu ce Altbefehl, très probablement, il n'y aurait jamais eu d'évacuation de Dunkerque. Ça, peut-être que les Anglais préfèrent donner l'explication de Calais, qui est
plus à leur gloire, encore que celle du Halbefehl. Le Halbefehl a été absolument décisif. Oui, et puis cette décision de Hitler, elle s'inscrit aussi dans un contexte général, je crois que vous connaissez bien, c'est qu'il pense qu'une partie de la caste dirigeante britannique pourrait être favorable justement à un compromis dont on imagine en gros les contours. On abandonne à Hitler l'hégémonie sur le continent européen, moyennant quoi celui-ci ne met pas en cause la puissance navale et coloniale de l'Angleterre. Alors, c'est ce que nous allons voir, c'est la liste des négociations. Hein. Il y a aussi un autre point que je voudrais noter, c'est que dans le discours du 4 juin, qui est très bien reproduit, c'est la dernière scène du film, oui. Churchill, encore que dans le film ça n'y soit pas, mais Churchill, dans le texto de son discours, dit « Nous nous battrons en France, nous nous battrons dans les collines, nous battrons... » Ils ne se sont pas battus en France. Le 5 juin, il y avait une division sur la Somme. Et ils ont retiré leurs avions. Déjà, les Britanniques avaient tiré une croix sur le sort de l'armée française et de la France. Alors, du côté des Anglais, c'est la lucidité, du côté des Français, ça s'appelle du défaitisme. Oui. C'est-à-dire que les Anglais ne participent pas à la bataille déclenchée sur la Somme et sur l'Aisne quand Weygand tente de contenir les forces allemandes après l'affaire de Dunkerque. Sauf une division. Alors, lorsqu'on entend effectivement Churchill dire « nous nous battrons en France », c'est un peu amer. Le 7 juillet, les sénateurs avaient voulu demander à Reynaud de savoir quel était l'appui anglais, et les Anglais sont opposés à ce que Reynaud dise exactement quel était l'appui anglais sur la bataille de la Somme. Alors, il faut savoir également que, selon le livre d'Yves Rochas, Winston Churchill n'a jamais cru à l'invasion. Car le rapport des forces, même si pour la terre, il est évidemment complètement inférieur, encore qu'il y avait des divisions en cours d'instruction en Angleterre. Il n'y avait pas plus rien. Certes, les rapatriés n'avaient pas d'armement, mais il y avait des divisions d'instruction. Et il y avait une vingtaine de divisions au mois de juillet qui étaient en cours d'équipement. Qui, en juillet, auraient pu résister à un éventuel débarquement s'ils avaient pu passer, mais ils n'avaient pas les moyens. Voilà. Il n'y avait pas les moyens parce qu'il y avait la marine britannique, donc il fallait que la Luftwaffe, qui avait subi des pertes, 1000 avions, qu'on attribue aux Français souvent, mais qui en réalité ont été partagés entre les Anglais, les Français, même les Belges. Mais il fallait que la Luftwaffe domine la RAF, c'est-à-dire l'aviation anglaise. Et ça, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. C'est le fameux enjeu de la bataille d'Angleterre. Donc, l'idée... Autant d'hommes n'ont pas dû autant à si peu d'hommes au cours de l'histoire. L'idée, ça a été que, effectivement, Churchill l'a dit à la fin de la guerre qu'il ne croyait pas réellement à la réalité de l'invasion. Il pensait qu'il y aurait une bataille, mais qu'il n'y aurait pas. Les Allemands n'avaient pas les moyens ni même la volonté. Ils préféraient engager des négociations. Ces négociations ont commencé très tôt. Dès octobre 1939, après la défaite de la Pologne, il y a eu des propositions allemandes que les Anglais et Daladier ont refusées très net. Par l'intermédiaire de la Suède, je crois. Oui, en particulier. Göring est passé le 20 mai par un Suédois promis à une grande notoriété, Nordling, pour faire une proposition de négociation à Reynaud qui a refusé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les choses ont tourné très mal, passons là-dessus, et c'est là qu'on a vu l'opposition entre Lord Halifax et Chamberlain, qui étaient puisqu'il y avait en Angleterre un cabinet de guerre avec Churchill, Lord Halifax, ministre des Affaires étrangères, Chamberlain, qui avait encore une influence, puisqu'il était du Parti conservateur. Et qui avait été l'homme de l'apaisement en 1938 au moment de Munich. Et il y avait également Attlee, le travailliste, et un libéral. Et puis il y avait le cabinet lui-même, c'est-à-dire le cabinet, l'ensemble de tous les ministres. Et à partir du moment où les choses sont mal allées, du 24 mai jusqu'au 28 mai, il y a une opposition qui est très bien retracée, d'ailleurs avec des attitudes violentes que l'on n'attendrait pas des Anglais, entre Lord Halifax
partisans de la négociation, disant nous ne voulons pas que le pays soit détruit, négocions avec eux, par l'intermédiaire des Italiens. Et Churchill a totalement refusé cette proposition avec beaucoup de difficultés. Ce qui l'a beaucoup aidé à ce moment-là, mais également par la suite, c'est l'attitude de Mussolini, qui de toute façon voulait faire la guerre. Et malgré toutes les propositions qu'on lui a faites, c'est-à-dire les Français voulaient qu'on lui cède Malte, Gibraltar, un droit sur Suez, et puis on était prêt à céder la Tunisie, etc., etc. Mussolini a dit « je veux faire la guerre ». À partir de ce moment-là, ça donnait raison à Churchill. Oui. Alors, il y a dans le film 2 scènes qui sont inventées, mais qui correspondent à une réalité. C'est le roi qui vient chez Churchill, pour lui dire « je suis de votre côté ». Bon, la scène est inventée, mais ça correspond à une réalité. Le roi qui n'aimait pas Churchill s'est rallié, ils sont devenus amis. Le roi George VI. Le roi George VI. Et deuxièmement, la scène dans le métro, qui alors là est complètement inventée, et qui laisse entendre que la population britannique était absolument pour la résistance. C'est vrai, pour une partie, c'est pas complètement certain, parce que la population, c'est une des caractéristiques du peuple anglais des années 30, des années 20 et 30, était d'un pacifisme intégral. Lorsqu'on le reproche aux Français, les Anglais, c'était même pire. Donc, se souvenez de la bataille de la Somme de 1916. Il y avait eu des pertes énormes, il y avait eu un pacifisme total. Il y a eu une motion des étudiants d'Oxford. 700 000 tués anglais pour la Première Guerre mondiale, ce qui était tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'Angleterre. Et donc, il y a eu une motion des étudiants d'Oxford qui a dit « nous ne voulons pas nous battre pour l'Angleterre et pour le roi ». Il y avait un pacifisme total. Donc, la réalité est tout à fait partielle. Il n'en demeure pas moins que ce qu'a fait, et c'est retracé dans d'autres vidéos, ce qu'a fait Churchill, c'est que voyant qu'il se heurtait à une opposition, il y a des propositions de Halifax et de Chamberlain, il est allé voir non plus le cabinet de guerre restreint, mais l'ensemble du cabinet où il y avait les travaillistes. Et à ce moment, les travaillistes qui avaient été des pacifistes intégraux pendant toutes les années 30, ont dit « nous sommes de votre côté ». Il est revenu au cabinet de guerre, il l'a imposé. Et alors ça remonte au 28 mai. Et dans la suite du film, on voit le discours du 4 juin, qui est un des grands discours de Churchill, et dans lequel, tout se termine là, dans le film, dans lequel on voit qu'il impose définitivement la volonté de guerre au Parlement. En réalité, les choses ne se sont pas passées comme ça, et c'est aussi important, car les négociations ont continué. Et Halifax a continué à lancer des négociations, notamment par les Suédois. Alors, il y avait un sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Butler, qui est un personnage jeune, mais un personnage d'avenir, qui a pris des contacts avec les Suédois et qui n'ont pas abouti. Il y a eu aussi un proche de Halifax, de Courcy, qui a essayé de passer par Kennedy, qui était lui aussi qui était l'ambassadeur américain en Angleterre, et qui est le père du futur président, et qui, lui, était totalement contre la guerre. Tout cela n'a pas marché. Toutes ces négociations n'ont pas marché, encore qu'il y en ait eu d'autres par la Croix-Rouge, etc., pour 2 raisons. Ça s'est marqué lorsque, au Reichstag, le 17 juillet, je crois, au 19, Hitler a fait des propositions très précises sur la base. L'Angleterre garde les mers, nous gardons l'Europe, globalement. Nous voulons une alliance, nous ne voulons pas abattre l'Angleterre. Et cela n'a pas été accepté, et Halifax a fait un discours le 22 juillet qui rompait toute négociation. Parce qu'il y avait eu 2 choses. Il y avait eu, Churchill avait menacé Butler et Halifax de les emprisonner au nom de la loi sur une loi d'exception en état de guerre, ce qui avait permis d'ailleurs d'emprisonner Mosley, le fasciste anglais. La deuxième chose, c'était Mercel-Kébir et les attaques des Français. À partir du moment où il y a eu Mercel-Kébir, la volonté
de Churchill, c'était l'objectif de Mers el-Kébir. Ils nous ont fait payer leurs faiblesses, ils nous ont fait payer leurs défaillances. L'objectif était de bien marquer la volonté de combat. À partir de ce moment-là, il était clair qu'Halifax n'avait plus d'arguments. Et c'est là qu'ils ont arrêté les négociations ou la volonté de s'entendre avec les Allemands. Alors après, il y a eu peut-être des contacts, il y a eu l'affaire S, mais ce n'est pas le sujet. Ça veut dire une chose, c'est que c'est vrai que Churchill a triomphé, et ça a été important. Ça a été important pour l'Occident, puisque on a continué la guerre a été continuée. Ça a été important pour la France, parce que si jamais il y avait eu une entente entre un Premier ministre appelé Halifax et Hitler, ça aurait été à nos dépens. Plus Mussolini, troisième Mussolini, acteur, ça aurait été à nos dépens. La France aurait été la grande perdante, évidemment. Nous aurions perdu des territoires des négociations importants. Ou des compromis, notamment sur le terrain colonial. Nous aurions perdu des territoires importants dans le nord de la France, puisque lors de l'occupation, il n'y a pas eu que l'Alsace-Lorraine, qui était... Il y a la zone interdite. Il y a la zone interdite, et le nord. Et les Mussolini pouvaient la Corse, la Savoie et la Tunis. La Savoie, oui, et Nice, oui. Donc, au fond, le fait que Churchill, et en dépit de tout son comportement criminel après à l'égard de la France, puisqu'il y a eu un conflit anglo-français, a été une chance pour la France, pour l'Occident. Quant à l'Angleterre, elle a effectivement tenu pendant 2 ou 3 ans. Mais ce conflit seul face à l'Allemagne l'a dépassé, et il est certain que ce conflit était trop long, l'a épuisé financièrement, pas tellement humainement, ils ont eu 300 000 morts, mais l'Empire a été perdu, les Dominions ont quitté. Il y a eu des livres écrits Charmelais disant, au fond, Churchill a coulé la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Ouais. Qu'il pensait défendre, parce qu'il était un homme qui venait de toute cette tradition impériale. Mais alors, Churchill, on voit bien quelle est sa détermination durant cette période de continuer la lutte à tout prix, mais c'est une attitude, c'est une posture qui vient de loin, parce qu'en amont, déjà, il avait été dans les années 1930, même s'il avait exprimé parfois quelques sympathies pour les régimes autoritaires, il avait été quand même de ceux qui condamnaient tout à fait toute politique d'apaisement. Alors, il a été celui qui a condamné, il a regroupé le fameux club, d'ailleurs où il y avait des Français, avec Reynaud, qui était un compère, mais avec Blum, devenu un belliciste, avec Mandel, mais surtout en Angleterre, il avait beaucoup de gens qui comprenaient ce qui se passait, venaient le voir, lui apporter des informations et des renseignements. Et puis, il y avait avec lui Eden, Duff Cooper, plus tard Beaverbrook, des amis qui ont constitué un noyau. Ce noyau a eu du mal à s'imposer parce que lorsqu'on parle de la lâcheté de la Troisième République, qui est absolue, la nullité, l'incurie et l'incompétence des responsables politiques de la Troisième République, on a parfaitement raison. Mais en Angleterre, ce n'était pas mieux. Oui, ce n'est pas mieux. Parce que le peuple britannique n'a pas eu la lucidité, comme le peuple français n'a pas eu la lucidité, encore moins que le peuple français n'a pas eu la lucidité de voir ce qu'était Hitler, qu'il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement pacifiste, même assez favorable aux Allemands, qui auraient été victimes d'une injustice du traité de Versailles, traité auquel finalement les Anglais avaient participé, le traité de Versailles. Il y avait aussi un mépris et une hostilité à l'égard de la France, du fait notamment de l'affaire de la Ruhr. Les Anglais refusaient tout engagement contraignant à l'étranger et faisaient confiance à la SDN, ce qui était quand même une illusion considérable. Oui, ils entretenaient l'illusion qu'ils étaient tout-puissants avec la France à Genève, en fait. Mais les limites de l'institution se sont vite révélées. Alors il y a quand même un point durant l'avant-guerre où les Anglais ont commis sans doute une erreur lourde de conséquences, c'est dans l'affaire d'Éthiopie.
parce que jusque-là, rien n'indiquait que Mussolini avait vocation à basculer dans le camp allemand. Au contraire, il y avait des tensions entre Berlin et Rome, notamment sur la question de l'Autriche, des pays danubiens, etc. Et finalement, c'est l'attitude anglaise vis-à-vis de l'Italie et les sanctions qui sont prises à Genève contre le régime mussolinien qui vont jeter Mussolini dans les bras de Hitler avec l'Axe Rome-Berlin en octobre 1936. Il faut bien se placer dans le contexte. Effectivement, il y a eu cela, mais il y a eu d'autres choses. Il faut bien se placer dans le contexte. Il y a eu le désarmement, la faiblesse de l'armée britannique, des armées britanniques, qui n'a été rattrapée que tout à fait à la fin des années 30, avec le lancement de porte-avions et de cuirassés britanniques, de cuirassés, de la Navy, et puis quand même la montée en puissance, mais tout à fait à la fin, de la RAF, mais uniquement d'un plan défensif, pas uniquement, mais largement de plan défensif avec les chasseurs. Et c'est pareil chez nous, à partir du gouvernement Daladier de 1938, qui lance le réarmement avec Et la deuxième chose, c'est, et il faut lire Kersaudy, les pages de Kersaudy, qui est quand même pas un anglophobe déclaré, sur la classe politique britannique, dont la médiocrité était totale, avec un désintérêt... Il avait d'égal que celle de la classe politique française. Je pense, oui. Je pense même que la classe britannique française, si on est à part Churchill, elle a été plus lucide de ce qui est arrivé. Rappelez-vous Daladier revenant de Munich. Oui, c'est ça, oui. Mais il faut voir qu'un homme comme Baldwin, lorsqu'il a accueilli Eden comme ministre des Affaires étrangères, lui a dit, écoutez, j'espère que vous ne me parlerez pas de politique étrangère pendant trois mois. Et cela en plein milieu des années 30. Oui. Et leur désintérêt pour la politique étrangère a été important. Cela s'est retrouvé lorsqu'ils ont accepté l'accord naval franco-allemand en 1935, qui accordait à l'Allemagne le droit d'avoir une marine égale à 30% de celle de la marine britannique et en nombre de sous-marins égal. L'accord naval anglo-allemand. J'ai dit oui, parce que vous aviez dit franco-allemand. Anglo-allemand. Oui. Anglo-allemand. Tout à fait. Et alors, il faut le rappeler, qui intervenait juste après les conversations de Stresa, au cours desquelles on avait brandi la menace au cas où l'Allemagne remettrait en cause de nouveau, après son réarmement de mars 1935, remettrait en cause de nouveau les quelques clauses que ce soit de cette Versailles. Alors, tout cela s'est traduit entre les deux guerres, s'est traduit par trois types de politiques qui sont d'ailleurs chevauchés. La première, c'est l'hostilité à l'égard de l'inimitié, je dirais, à l'égard de la France. De la France, oui, bien sûr. Comme le temps nous presse, je citerai simplement l'affaire de la Roure, où ils ont fait en sorte que ça a été, alors que c'était une réussite technique, les Allemands étaient en train de céder, ça a été un échec, où l'ambassadeur anglais à Berlin conseillait les Allemands contre nous. Et puis je rappelle les différents Français au Moyen-Orient, où les Anglais avaient réussi la performance en 1917-18, de, au fond, promettre la même chose aux Juifs par la déclaration de Balfour, aux Français par Sykes-Picot, et à Faysal pour créer un grand État. Bien sûr, cette inimitié a fait que nous n'avons pas pu, en liaison avec les Américains, imposer le paiement des réparations, que nous avons évacué la Rhénanie plus tôt que prévu, que nous avons évacué la Rue en 23, puis la Rhénanie, et ça sous la pression britannique. Tout cela s'est retrouvé d'ailleurs dans la méthode de l'arbitrage, qui d'ailleurs a été aussi bien que dans les années 30, mais que l'on a retrouvé en 1932 avec Herriot. Herriot a une responsabilité par rapport à la France considérable, où les Anglais ont imposé l'abandon définitif des réparations, ce qui fait que les Allemands ont payé des sommes ridicules, et deuxièmement et surtout, l'égalité des Allemands, de l'égalité au point de vue armement entre les Allemands et les Français. Et cela par MacDonald, le socialiste anglais. Ce qui fait qu'ils ont demandé aux Français de ramener le nombre de leurs troupes, le nombre de soldats, de 500 000 à 200 000, tandis que les Allemands auraient augmenté. C'est inimaginable. Et Herriot a accepté. Ce qui nous a sauvés, comme le dit très bien Kersaudy, et les autres historiens, c'est que Hitler, d'un seul coup, a dit « Moi, je sors de la conférence sur le désarmement ». C'est ça.
Et Alors, du coup, la note française du 17 avril 1934 a annoncé que la France, désormais, ne s'en remettait plus à la sécurité collective, mais s'assurait seule, souverainement, de sa défense. Mais après l'inimitié, il y a eu l'arbitrage, et cet arbitrage visait, lorsqu'il y avait un différend entre les Allemands et les Français, au lieu de se ranger du côté des Français, les Anglais se mettaient en position d'arbitre et tranchaient en faveur des Allemands. Et puis, il y a eu la politique d'apaisement, politique qui a fait que les Français sont rentrés dans une posture de subordination par rapport aux Anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais, d'une manière générale, par rapport aux coups de force, allemands, comme le service militaire obligatoire en 1935 et la ligne Siegfried, qui était interdit de faire des fortifications dans cette, les Anglais ont refusé de réagir. Deuxièmement, l'ouverture vers l'Allemagne, c'est l'accord naval, j'en ai parlé. 35, et puis il y a eu le refus de sanctions, comme la Rhénanie. Alors la responsabilité française est énorme. Et puis, et Munich, en 38. il y a eu l'Italie, il y a eu Munich, qui est une affaire britannique, c'est la politique personnelle absolument unilatérale de Chamberlain. Et nous finissons, après 10 ans de politique d'apaisement, par, au mois de mars 1939, le retournement complet de Chamberlain, qui donne une garantie, ce que jamais les Anglais n'avaient fait, ne voulaient faire, une garantie à toute une série de pays. À toute une série de pays, dont la Pologne, ce qui a fait encourager le colonel Beck, qui était à la tête de la Pologne, à refuser toute négociation avec l'Allemagne. Cette politique unilatérale et de personnel de Chamberlain a donc ouvert la marche à la guerre, le refus de négocier avec les soviétiques, qui s'est terminé par le pacte germano-soviétique et puis la guerre. La responsabilité britannique a été, mais sans écarter la responsabilité de la Troisième République. Les erreurs ou les faiblesses françaises, bien sûr. Oui. Considérable. Et puis pourquoi s'être mis à la traîne des Britanniques la responsabilité britannique, et ça, on ne le dit jamais assez, a été considérable dans le désastre de 39-40. Et bien voilà, la gouvernante anglaise est habillée pour l'hiver. Merci beaucoup André Possokov pour tous ces éclairages particulièrement intéressants.